Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce webinaire qui est le deuxième webinaire d'une série de 4 qui s'intitule aujourd'hui « Équilibre vie privée, vie professionnelle, les principes généraux ». Donc, avant de commencer, je vais vous présenter les différents intervenants qui seront là aujourd'hui. Donc, je vais commencer par moi. Je suis Linda Benjema. Donc, je travaille à la DAFIP au service de la formation académique. Vous avez aussi Emma Pilvin qui représente notre partenaire dans cette série de webinaires qui est la Maïf. Nicolas Carpentier qui est notre animateur, notre intervenant aujourd'hui. Et Véronique Goetz qui est aussi qui travaillent avec Nicolas, donc qui sont en charge d'assurer l'intervention aujourd'hui. Avant de laisser la place à l'intervention et pour laisser le temps aux quelques retardataires de nous rejoindre, un petit point technique. Donc vous avez sur votre page de une, là où vous avez lancé la vidéo, vous avez au centre de la page la vidéo. Et en bas, vous avez une petite caméra, normalement, où c'est indiqué « On ». Et à côté, vous avez un petit onglet « Programme ». Et à droite, un petit onglet « Chat ». Alors, c'est ces deux-là dont on va se servir. L'onglet « Programme » va vous permettre d'ouvrir un document qui vous donnera le lien pour pouvoir émarger. C'est-à-dire que comme vous assistez à une formation, vous avez été convoqué et donc pour ne pas être considéré comme absent, vous avez la possibilité d'émarger. Donc le lien est dans ce document-là. Vous avez également dans ce document programme le lien vers la page du site académique où ensuite on recense les différents webinaires, les enregistrements des webinaires. Vous y retrouverez déjà le premier qui s'est tenu au mois de septembre sur les bases du bien-être. Donc ça, c'est le premier point technique. Ensuite, le deuxième, c'est donc le chat. Vous aurez la possibilité d'interagir avec les intervenants via le chat. Je vous invite donc pour cela à cliquer sur les deux petites bulles. Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre dans votre navigateur. Pour l'instant, nous sommes 30 sur le chat. Or, nous sommes 63 connectés. Donc, n'hésitez pas à ouvrir cette fenêtre-là et à y aller quand vous aurez besoin d'une information. Voilà. Je réfléchis. Je pense que sur le plan technique, nous avons fait le tour. Pour vous présenter aussi le cadre donc, de ces webinaires, c'est des webinaires que nous avons conçus avec la Maïf, qui est allée chercher les meilleurs intervenants pour les différents sujets que nous souhaitions aborder. Et l'objectif de ces webinaires qu'on a souhaité développer à la DAFIP, c'est vraiment avoir profité, on va dire, des questions soulevées par la crise sanitaire pour traiter des questions bien plus vastes et bien plus anciennes liées justement au bien-être professionnel. Donc, cette année, on a commencé avec une série de 4 webinaires qu'on vous propose tout au long de l'année. Les 2 prochains, voilà, Emma va vous expliquer un peu plus longuement le contenu. Et notre objectif, c'est d'essayer bien de s'améliorer, peut-être si on peut enrichir le contenu qu'on vous proposera l'année prochaine. Voilà, donc une chose très importante, comme on dit à chaque fois, c'est les webinaires, n'hésitez pas à vous y inscrire s'ils vous intéressent via les campagnes que vous recevez sur vos boîtes mail académiques. Pour moi, j'ai fait le tour. Je vais donc laisser la parole à Emma qui va vous présenter les webinaires que nous avons construits ensemble. Merci Linda. Bonjour à tous et à toutes. Donc pour la suite de ces webinaires, vous en aurez un autre qui se déroulera le mardi 8 mars, donc de 14 h à 16 h là encore, et qui sera, lui, porté sur l'organisation personnelle et la gestion du temps, qui est un sujet toujours d'actualité puisque dans nos vies professionnelles, c'est toujours compliqué de savoir s'organiser, de se dégager du temps. Et ensuite, vous aurez le jeudi 2 juin 2022, de 14 h à 16 h encore, un autre webinaire qui, lui, sera sur les outils pour aborder sa rentrée beaucoup plus sereinement et qui vous est là aussi proposé par le rectorat et la Maïf. Donc, j'espère que vous allez passer un bon moment et une bonne conférence et bon après-midi. Merci Emma. Et donc maintenant, nous nous éclipsons pour laisser la parole à nos intervenants. Bonne formation, bon webinaire et voilà, à tout à l'heure. Bonjour. Alors bonjour, Véronique Goetz.
Je suis la gérante de la société YSBE et nous allons vous présenter le webinaire équilibrer sa vie professionnelle et personnelle. Je vais laisser la parole à Nicolas donc, qui va mettre la présentation et qui va animer le support qu'on va vous présenter. Alors, je vais regarder dans le chat les différentes questions. Et s'il y a besoin, effectivement, qu'on fasse des interruptions, du coup, je sensibiliserai Nicolas pour qu'on essaye de répondre à vos interrogations. Voilà. Merci Véronique. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Nicolas Carpentier, donc je suis massothérapeute et j'interviens également avec YSBE pour faire des ateliers bien-être ou comme aujourd'hui un atelier pour trouver son équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc on va déjà commencer tout de suite. Comme disait Véronique, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, c'est fait pour ça. Je ne pourrais pas forcément voir le chat tout le temps, mais Véronique m'arrêtera s'il y a vraiment des questions récurrentes qui viennent ou s'il y a besoin que je m'arrête. Donc, on va commencer tout de suite, si tout le monde est là. Alors, aujourd'hui, on va essayer de répondre à différentes questions, à commencer par qu'est-ce que ça signifie avoir une vie privée et une vie professionnelle équilibrée? Puis, quelles sont les conséquences si ce n'est pas le cas, si on a un déséquilibre entre nos vies? On va voir également des outils pour rééquilibrer sa vie privée et professionnelle. Puis pour finir, des pratiques pour prendre soin de soi, aussi bien physiquement que mentalement. Parce qu'on va voir que prendre soin de soi, ça fait partie intégrante pour avoir une vie équilibrée, aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Et aujourd'hui, il va certes y avoir des connaissances théoriques, mais on va surtout mettre l'accent sur les pratiques pour que vous puissiez vraiment vous approprier les outils et que vous puissiez vraiment mettre des choses en place pour pouvoir équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Alors, comment profiter au mieux de cet atelier? Donc déjà, commencez par être dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Ensuite, éloignez-vous des distractions. Donc, je pense principalement au téléphone, si vous avez la possibilité de le mettre en mode silencieux. Si jamais il y a la télé en fond, si vous pouvez l'éteindre. Être vraiment dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, en fait. Prendre de quoi noter. Il va y avoir beaucoup d'informations et certaines informations seraient peut-être pertinentes pour vous, peut-être moins pour certains et inversement. Donc, notez vraiment les informations qui vous sont le plus utiles. Je vous conseille de prendre au minimum 3 feuilles, parce qu'on en utilisera 2 également pour un exercice pratique. Et pour finir, justement, sur les exercices pratiques, je vous invite à vous impliquer dedans. Plus vous vous impliquez, plus vous aurez de résultats. Donc voilà, maintenant que les choses sont posées, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle, ça signifie simplement pouvoir concilier les deux, sans sacrifier l'un aux dépens de l'autre. Donc, trouver un équilibre. On va passer tout de suite sur un schéma qui paraît un peu compliqué à première vue, mais on va voir ensemble que on va le décortiquer, ça va se clarifier assez rapidement. Oui, tu vas bien savoir l'expliquer. Donc, finalement, quand on parle de vie professionnelle, vie personnelle, on dissocie 2 vies, mais ça inclut plein de petits domaines différents. Dans la vie professionnelle, il y a le rapport qu'on peut avoir avec son employeur, avec ses collègues, éventuellement avec le syndicat ou les clients. Dans sa vie personnelle, on peut avoir sa vie de famille, éventuellement avec, si on a des enfants, si on est parents, son conjoint, sa famille au sens plus large, ses amis. Après, dans une sphère plus locale, on peut avoir notre temps de transport en fonction de si on habite par exemple à 5 minutes du travail ou si on est à 1 heure du travail. Donc, on voit déjà que ça ne sera pas forcément égal pour tout le monde. Les loisirs également peuvent prendre plus ou moins de temps. Le mode de garde peut être plus ou moins simple. Et pour finir, au niveau national, globalement, ça va être les lois qui s'appliquent. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser principalement aux 3 premières bulles, la vie professionnelle, la vie personnelle, également la sphère locale qui influence les 2.
Alors, on voyait justement par rapport au temps de transport que ce n'était pas forcément égal pour tout le monde et qu'on n'a pas tous les mêmes contraintes et les mêmes ressources. Ça peut dépendre de votre employeur, des accords qui existent entre le temps de travail, du droit à la déconnexion, des accords pour la qualité de vie au travail, des accords sur le télétravail éventuellement et sur la flexibilité des horaires. Les contraintes et les ressources peuvent être différentes également dans la vie personnelle en fonction des phases de vie que vous traversez, si vous avez des enfants ou pas, si vous êtes en couple ou pas. Le temps de transport, on en parlait, si vous avez des loisirs, des activités qui sont chronophages ou pas. Et donc là, on va essayer de généraliser pour donner le maximum de conseils au maximum de personnes. Après, l'idée, c'est que vous preniez justement, comme je disais, d'où l'idée de prendre des notes, ce qui est le plus pertinent pour que vous puissiez l'adapter justement à votre vie. Et justement, on va commencer. Vous êtes en majorité des femmes aujourd'hui et je ne peux pas me permettre de parler de la charge mentale des femmes. On parlait d'inégalité justement par rapport au transport. Mais l'équilibre homme-femme, c'est pas forcément aussi évident pour les femmes que pour les hommes, à partir d'un constat qui est simple, c'est que d'après une étude de l'INSEE, les femmes passent en moyenne 1h30 par jour en plus que les hommes sur les tâches domestiques. Donc 1h30 par jour, c'est énorme et on va déjà commencer par essayer de voir comment on peut essayer d'équilibrer ça. Donc, à la maison, vous pouvez déjà commencer par exprimer vos besoins et négocier les tâches ménagères en impliquant toute la famille, en sollicitant votre conjoint, en responsabilisant vos enfants. Si vous êtes dans cette démarche, c'est important d'être dans un état d'esprit constructif et pas vous positionner en tant que victime ou d'être plaintif ou vindicatif. C'est-à-dire qu'il faudra accepter que si vous demandez à votre conjoint ou à vos enfants de faire quelque chose, ils ne le feront pas forcément comme vous, ou peut-être pas aussi bien que vous. Par exemple, si vous laissez votre conjoint faire à manger, peut-être que ça sera moins bon dans un premier temps. Mais si vous le critiquez, il y a de grandes chances qu'il ne refasse pas l'effort. Donc dites-vous qu'à force de faire à manger, il ne peut que s'améliorer, si ça peut vous rassurer. Un deuxième point, ça va être, donc le premier point, c'est surtout d'apprendre à déléguer et à répartir les tâches. Le deuxième point, ça va être d'apprendre à en faire moins. Bien souvent, on fait beaucoup de choses parce qu'on pense qu'on doit faire beaucoup de choses, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, ce que je vous conseille, c'est de réduire la fréquence de certaines tâches et de voir si c'était vraiment nécessaire de le faire aussi souvent. Des fois, on fait le ménage bien plus souvent que ce qu'on a réellement besoin, juste par habitude. Donc déjà, juste essayer de réduire et voir si c'est nécessaire de le faire aussi souvent. Ensuite, n'hésitez pas à demander de l'aide. Donc ça peut se traduire via une nounou, une femme de ménage ou de l'aide aux devoirs, si vous pouvez vous le permettre financièrement. Mais ça peut également se traduire en demandant à vos amis ou à votre famille, ou même à vos voisins, si vous vous entendez bien avec eux, de garder vos enfants de temps en temps. Ça vous permettra de vous retrouver au sein du couple ou même de vous retrouver avec vous-même. En plus de ça, vous pouvez proposer justement à votre famille, à vos amis ou à vos voisins, la personne avec qui vous faites ce deal, de temps en temps, ils gardent vos enfants, vous pouvez vous retrouver entre vous ou avec vous-même. Et de temps en temps, vous gardez leurs enfants en retour, comme ça ils peuvent se retrouver entre eux également. Donc les enfants sont contents, ils retrouvent leurs copains ou leurs cousins, cousines. Vous êtes contents, vous vous retrouvez entre vous au sein du couple ou vous avec vous-même, un temps pour vous. Et la personne ou le couple avec qui vous faites le deal se retrouve aussi de son côté. Donc tout le monde est content, je vous invite vraiment à mettre ça en place. Et une autre suggestion aussi pour finir, c'est de vous réserver un soir par semaine où vous laissez votre conjoint tout gérer. Donc ça va être, entre guillemets, votre soir off. Ça va être un soir où vous pouvez en profiter pour voir vos amis, faire votre sport, simplement vous détendre, par exemple aller faire un massage ou même vous détendre, prendre un bain. Vraiment, ce moment pour vous. Donc, trouvez du temps pour le couple en vous faisant garder vos enfants. Trouvez du temps pour vous en vous dégageant un soir par semaine où c'est votre conjoint qui gère tout.
l'idée, c'est de trouver l'équilibre et pas de vous venger de l'inégalité qu'il y a actuellement. Donc, si vous vous réservez un soir, laissez votre conjoint se réserver un soir également, où vous gérez tout. Comme ça, vous avez votre temps pour vous, votre soirée pour vous, il a sa soirée pour lui également. Alors, si jamais, moi je suis arrivé à la fin de mes conseils au niveau de la charge mentale des femmes, si jamais vous avez d'autres idées de conseils, n'hésitez pas à les partager dans le chat si ça peut aider d'autres personnes. Je vais revenir rapidement du coup au schéma. Donc, comme on disait, on n'est pas tous forcément sur un même pied d'égalité, on doit tous faire en fonction de ce qu'on a. Alors, si jamais actuellement vous n'arrivez pas à équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle, sachez que d'après une autre étude, 50% des travailleurs déclarent ne pas réussir à équilibrer leur vie privée et leur vie professionnelle. Donc, vous êtes loin d'être les seuls dans ce cas. Et finalement, c'est assez compliqué parce qu'on sait ce que ça représente, mais on ne sait pas tellement pourquoi on n'y arrive pas. Et on n'a pas tellement d'outils à notre disposition. Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Et avant de voir les outils, j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps à essayer de comprendre comment on se sent justement quand on sent que notre vie privée et notre vie personnelle est déséquilibrée. Parce que justement, c'est sur ces aspects que l'on ressent qu'on va rebondir sur des solutions. Alors, pour commencer, quand on a du mal à tout équilibrer, on va se sentir fatigué, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir le temps de faire ce qu'on veut. On va sentir de l'anxiété, du stress. On peut même en arriver à tomber malade. Dans certains cas, on peut même arriver jusqu'à un burn-out ou de la dépression. On peut avoir le temps de ne jamais avoir assez de temps, justement, le sentiment de ne jamais avoir assez de temps. Sentiment de culpabilité également qui revient très souvent en ayant l'impression de sacrifier certains domaines de vie qui sont importants pour nous. Et justement, ce problème de culpabilité, il va être lié à deux choses principalement. La première, ça va être la quête permanente de perfection et de reconnaissance. On veut tellement être parfait partout qu'on s'impose énormément de choses pour faire plaisir à tout le monde et avoir de la reconnaissance en retour. Sauf que dans ce processus-là, on s'oublie au passage. On donne et on oublie de se donner à nous-mêmes parce qu'on veut paraître parfait pour les autres et avoir de la reconnaissance en retour. Donc, par rapport à ça, je vous invite déjà à accepter que nous sommes parfaitement imparfaits et simplement faire de son mieux pour soi, puis pour les autres. Et quand j'entends faire de son mieux, c'est en fonction des jours, notre mieux ne sera pas forcément au même niveau. Si vous êtes en forme, peut-être que votre mieux sera au top aujourd'hui, que demain, votre mieux sera un peu plus bas si vous êtes fatigué, que vous avez une grosse journée. L'idée, c'est de faire simplement de votre mieux tous les jours, même si ça ne représente pas la même chose tous les jours. Donc, faire de votre mieux, ni plus, parce que si vous en donnez trop, vous n'allez pas réussir à mettre les limites et vous allez vous fatiguer, vous sentir stressé et être justement dans ce qu'on disait, cette quête de reconnaissance et de perfection. Donc, ni plus, ni moins, parce que vous avez quand même des devoirs auxquels vous devez répondre. Donc, simplement faire de votre mieux et lâcher cette quête de perfection et de reconnaissance. Alors, si actuellement vous êtes dans la situation où vous cherchez à toujours être parfait et que vous changez cet état d'esprit pour simplement faire de votre mieux, ni plus ni moins, il y a des chances que certaines personnes vous critiquent en retour. Je vais m'expliquer. Imaginons qu'actuellement, peu importe l'heure à laquelle votre employeur vous appelle, peu importe l'heure, imaginez il est 22 heures, vous avez un appel professionnel, vous le prenez. Si à partir d'aujourd'hui, vous décidez qu'après 19 heures, vous posez vos limites, après 19 heures, vous ne prenez plus d'appel professionnel, ça atteindra le lendemain. Peut-être que si vos collègues ou votre employeur avait l'habitude que vous répondiez à 22 heures, vont peut-être vous critiquer parce que vous ne le faites plus. Donc,
d'un côté, vous avez la possibilité d'avoir la recherche de perfection, de reconnaissance en s'oubliant dans le processus. D'un autre côté, vous pouvez poser vos limites et faire ce que vous avez à faire de votre mieux, ni plus ni moins, tout en acceptant que certaines personnes vous critiqueront parce que vous ne faites pas autant que ce que vous aviez l'habitude de faire, peut-être. Donc, il faut aussi être prêt à accepter les critiques, de ne pas être parfait. Une deuxième chose qui nous fait beaucoup culpabiliser, c'est que on a le sentiment de jamais en faire assez, de ne jamais réussir à faire tout ce qu'on avait prévu de faire. Et ça, c'est simplement parce qu'on fait tout le temps des listes de choses à faire à rallonge. On se fait des to-do list qui n'en finissent pas et on n'arrive jamais au bout et on a le sentiment de n'avoir jamais rien fait. Alors, concernant les to-do list, je ne sais pas si vous en faites à l'écrit ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que vous en faites toute la journée dans votre tête. On le fait tous. Toute la journée, on est en train de penser « Ah, quand je rentre, il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse les courses, il faut peut-être que je fasse la vaisselle, il faut que je récupère les enfants, là, il faut que je rende un dossier avant ce soir. » Et toutes ces choses-là, finalement, qu'on se dit dans notre tête, c'est une to-do list. On se liste une liste de choses à faire. Et donc, le constat, il est simple, c'est qu'on se sent coupable lorsque l'on s'est imposé des devoirs qu'on ne parvient pas à tenir. Et on se sent coupable parce que justement, nos to-do list sont beaucoup trop longues. Donc là, je vais vous proposer 2 outils, une astuce et un outil pour pallier à ça, justement. La première chose, c'est qu'on a tendance à sous-estimer le temps que les choses nous prennent. C'est-à-dire que par exemple, je me dis, je vais aller faire les courses, j'ai 10 minutes de voiture à aller, j'ai 2-3 petites choses à acheter, ça va me prendre 20 minutes, 10 minutes de voiture au retour, ça me prend 40 minutes. Sauf que dans tout ce temps-là, j'ai pas anticipé le temps de me garer, le temps d'aller chercher mon caddie, le temps de faire la queue à la caisse. Et pour beaucoup d'activités, c'est la même chose. On prévoit par exemple 40 minutes, alors qu'en réalité, ça va nous prendre 1h15. Et donc, le fait qu'on estime le temps, qu'on sous-estime le temps que ça va nous prendre, on se permet de faire des listes longues parce qu'on pense qu'on va avoir le temps. Sauf qu'à la fin de la journée, on a fait de notre mieux et on avait peut-être 20 choses sur notre liste, on n'en a fait que 10. On a l'impression de n'avoir rien fait ou d'avoir fait que la moitié de ce qu'on avait prévu. On culpabilise, alors qu'en réalité, en faisant de notre mieux, on ne pouvait en faire que 10 aujourd'hui. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre conscience du temps réel que les choses vous prennent, quitte à utiliser un chronomètre dans un premier temps. Et ensuite, de gérer votre temps et de gérer vos listes en fonction du temps réel et pas du temps que vous estimez et que vous sous-estimez probablement que ça vous prendra. Ça vous permettra dans un premier temps de faire des to-do list moins longues, d'être moins stressé, de courir tout le temps après la prochaine chose à faire et de ne plus avoir ce sentiment de culpabilité, justement, de ne pas être allé jusqu'au bout des choses. Et justement, ce que je vous propose, c'est que là, on prenne quelques minutes pour se faire une to-do list de, on va dire, la semaine à venir. Donc, vous pouvez déjà prendre une feuille, prendre votre stylo, et l'objectif ici, ça va être de faire une liste des choses que vous avez à faire dans un premier temps, mais également des choses que vous avez envie de faire. Souvent, quand on pense to-do list, on pense à concilier nos devoirs professionnels avec nos devoirs personnels. Et finalement, on finit avec une liste d'obligations. Ce n'est pas l'objectif ici. L'objectif, c'est de lier nos devoirs, parce qu'effectivement, nous en avons, avec nos envies. Donc, on va faire une liste de, on va dire, une vingtaine de choses sur la semaine à venir, avec les choses que l'on doit faire et les choses que l'on a envie de faire. Donc, je vais me taire quelques minutes pour que vous puissiez le faire tranquillement, que vous puissiez introspecter et faire votre to-do list. Donc, disons une liste des choses à faire sur la semaine à venir. Et dès que vous avez à peu près 20 choses de listées, vous pouvez mettre dans les commentaires que c'est bon pour vous. Il y en aura beaucoup qui auront fini, on pourra passer à la suite.
Je réponds juste, Nicolas, à une question de Stéphanie qui dit que Oui. effectivement les listes qu'on s'impose, hein, c'est pas juste de notre fait, hein, c'est lié à des contraintes et à des demandes professionnelles, institutionnelles. Hein. C'est bien ce qu'on vous a présenté. Peut-être que vous avez peut-être pris le webinaire un peu en retard. C'est le fameux schéma qui montre bien que il y a des interactions, bien entendu, et on a tous des contraintes et des ressources différentes. Et que oui, effectivement, il n'y a pas que nous qui nous imposons des choses. Bien entendu, que le professionnel, l'institutionnel nous impose aussi des choses. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Oui, ouais, justement, je rebondirai là-dessus juste après. Comment on peut faire justement quand on nous impose plus de choses que ce qu'on est capable de faire. Et pour l'instant, Nicolas, il n'y a pas d'autres questions dans le chat par rapport. Ah, d'accord. Donc Stéphanie me dit si. Bon, alors on n'a pas été assez précis, mais vous inquiétez pas, on reviendra dessus, Stéphanie. Donc il y a quelqu'un qui a déjà traité, qui a déjà les 20 dossiers. Ok, donc déjà une liste de 20 choses à faire pour la semaine à venir. On va 20 dossiers. Si vous avez le temps, vous pouvez continuer. L'idée, c'est simplement, moi, d'avoir Alors, Moi, je t'entends, Nicolas. Ok. Est-ce que Isabelle, vous m'entendez également? Là, l'idée de la to-do list, c'est simplement, on va se baser là-dessus pour le prochain exercice. Donc, si vous avez d'autres choses qui vous viennent en tête, n'hésitez pas. Donc, comme je le rappelais au début, c'est une liste des choses que vous devez faire, que ce soit aussi bien d'un point de vue professionnel ou personnel, mais également une liste de choses que vous avez envie de faire. Et ça également être aussi bien professionnel que personnel. Et lier les deux dans une seule liste. Moi, je propose qu'on attende encore 2 minutes. Tu reprends à 30. D'accord, très bien. C'est pour vous seulement, Christelle. C'est pour vous. C'est pour vous. Parce qu'il y a des chances que dans votre to-do list, justement, il y a des choses personnelles. Donc, à aucun moment, vous allez me partager ce qu'il y a dans votre to-do list. Je vais vous guider sur comment on va l'utiliser par la suite, mais ça restera personnel. Alors, il n'y a pas de problème pour ceux qui s'arrêtent à lister 10 choses. Hein. Voilà, le but n'est pas de s'en rajouter. S'il n'y en a que 10, il n'y en a que 10. Et justement, Peggy, on va vous donner un petit outil, justement, pour pouvoir, quelque part, classer par importance les choses à faire. Pour ceux qui ont du mal à trouver, à aller jusqu'à 20 choses pour la semaine à venir, au-delà de vous poser la question qu'est-ce que je dois faire, vous pouvez simplement vous poser et vous demander ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, de quoi j'ai envie. Ça va peut-être vous aiguiller sur d'autres choses également. Donc, dans 2 minutes, on reprend. Si tout le monde a fini. J'ai l'impression que c'est bon pour pas mal de personnes. Voilà, là, ça y est. Je pense qu'on a laissé le temps nécessaire. Ok, très bien. Donc là, normalement, vous avez une liste à peu près de 20 choses, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, des choses que vous avez à faire ou que vous avez envie de faire pour la semaine à venir. Maintenant, je vous invite à prendre une deuxième feuille et on va classer ces choses par ordre d'importance et par ordre d'urgence.
à l'aide de la matrice d'Eisenhower. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà vu pour certains. Donc, pour la deuxième feuille, vous allez simplement tracer une croix comme un plus, en fait, pour diviser la feuille en 4. En haut à gauche, vous allez mettre peu important et urgent. En haut à droite, important et urgent, comme dans le tableau. En bas à gauche, peu important et peu urgent. Et en bas à droite, important et peu urgent. Et une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre liste, votre to-do list, et vous allez essayer de classer chaque tâche dans une catégorie. Donc l'idée, c'est qu'à la fin, chacune des tâches de votre liste soit dans une de ces 4 catégories. Encore une fois, je vous laisse le temps pour pouvoir faire ça. Et effectivement, Pauline, ça va vous permettre d'aborder la question des impératifs sociaux. Vous pouvez utiliser ce petit outil aussi bien à titre personnel, professionnel que sur les impératifs sociaux, puisque c'est vous qui allez effectivement le classer. Donc, on reprend à 37, on laisse 5 bonnes minutes. D'accord, très bien. Parce que là, c'est plus compliqué. Pour les questions, je vais essayer de répondre à l'écrit. Comme ça, au moins, on ne parle pas pendant que les gens font leur classement. Je vois que vous êtes plusieurs à réagir aux commentaires de Céline. Effectivement, vous avez tendance à mettre toutes les tâches professionnelles dans important et urgent, et à l'inverse, à sacrifier vos envies. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement, de toujours vouloir être parfait dans un domaine au point de sacrifier les autres. Donc, on va justement voir comment on peut équilibrer ça par la suite. Et Marie qui dit « J'ai mis sport dans important et urgent ». Bravo. S'il y a une case où il n'y a rien, c'est pas très grave. Donc pour vous, Albert, a priori, tout est important dans ce que vous avez mis dans votre liste. J'ai le sentiment que à peu près tout le monde a fini. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez besoin de plus de temps ou si c'est bon pour vous. A priori, c'est bon, Nicolas. Là. Les messages commencent à arriver. Ouais, c'est bon, tu peux reprendre. Ok, ça marche. Alors, à partir de là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire en fonction des catégories dans lesquelles on a mis les tâches. Donc, on va commencer par en haut à droite, important et urgent, donc évidemment faire en priorité. Je vais préciser une chose, par contre, en fonction de l'urgence et de l'importance. Tout à l'heure, je lisais dans les commentaires que faire du sport, c'était urgent et important. Quand on dit quelque chose d'urgent, c'est-à-dire que là, quand on parle d'urgence, imaginons si vous avez un dossier à rendre avant demain, si vous le faites demain, c'est déjà trop tard. Donc là, il y a vraiment un sentiment d'urgence. Quand on dit faire du sport, c'est important et il faut le faire à une certaine fréquence, de façon régulière. Mais si là, aujourd'hui, avant 18 h, vous n'avez pas fait votre séance de sport, c'est pas si grave que ça. Vous pouvez la faire plus tard dans la soirée ou vous pouvez la faire demain. Donc là, le sentiment d'urgence, on parle vraiment d'urgence, faut le faire tout de suite ou sinon ça sera trop tard. D'accord? Donc important et urgent, on le fait tout de suite. Quelque chose d'important et de peu urgent, comme je lisais aussi dans les commentaires, lire des histoires à mes enfants, passer du temps avec mes enfants. Là, c'est pas urgent dans le sens où faut pas le faire dans l'heure. Vous n'avez pas un timing où c'est trop tard si vous le faites pas. Par contre, c'est très important pour vous de passer du temps avec vos enfants. Donc, dans ce cas-là, vous allez le planifier.
Imaginons ce soir, vous allez pouvoir vous dire de telle heure à telle heure, je passe du temps avec mes enfants. Demain, j'ai une réunion, j'aurai peut-être pas le temps, d'accord. Donc après-demain, je planifie encore du temps avec mes enfants. Pour tout ce qui est peu important et urgent, là, vous avez deux possibilités. La première, l'idéal, ça va être de déléguer. Donc quelque chose de peu urgent et d'important, pour parler de choses bêtes, par exemple, ça va être vous venez de finir de manger, il faut débarrasser la table. C'est pas important, mais c'est urgent. La table, on va pas la laisser comme ça jusqu'au lendemain. Donc à ce moment-là, ça peut être délégué à vos enfants, par exemple. Dans le cadre du travail, en fonction du métier que vous faites, vous avez éventuellement la possibilité de déléguer également. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous déléguez, dans un premier temps, ça peut être une surcharge de travail parce que vous devez expliquer à la personne comment faire les choses. Mais à long terme, ça va être un énorme gain de temps. Donc, c'est un investissement qui vaut largement le coup. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de déléguer certaines tâches qui sont urgentes, vous les faites en deuxième. En premier, ce qui est important et urgent. En deuxième, ce qui est urgent et pas important. Et pour finir, ce qui est peu important et peu urgent, honnêtement, vous ne trouverez jamais le temps de le faire. Donc, autant l'éliminer de votre to-do list parce que une fois que vous aurez déjà fait tout ça, votre to-do list va s'actualiser au fur et à mesure du temps. Vous allez avoir de nouvelles choses à faire, de nouvelles choses importantes et urgentes, des nouvelles choses importantes et peu urgentes, des nouvelles choses peu importantes et urgentes. Et à aucun moment, vous allez trouver le temps de faire ce qu'il y a ici. Donc là, l'exercice, on l'a peut-être fait un petit peu rapidement, on parlait en même temps, donc c'était peut-être un petit peu dur pour vous d'introspecter vraiment dans ce que vous vouliez faire. Mais c'est quelque chose que je vous invite à refaire quand vous pourrez vraiment vous poser. Donc ça peut être quelque chose sur la journée, sur la semaine, sur le mois à venir. Et quand on parle de choses à faire, j'ai cru comprendre qu'il y en a certains qui mettaient que les choses importantes. Mais quand on pense les choses à faire, ça peut être faire à manger pour ce soir, se raser, aller chez l'esthéticienne. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on doit quand même gérer dans son emploi du temps. Donc, c'est des choses qui peuvent faire partie de votre to-do list. Et donc, cette to-do list, elle peut avoir deux utilités. La première, c'est celle qu'on vient de voir, ça va être de prioriser, de gérer son temps et de planifier. Ça va être très important. En fait, les clés d'avoir une vie professionnelle et une vie privée équilibrée, ça va être l'anticipation et l'organisation. Donc, si vous savez ce qui est le plus important pour vous, vous allez pouvoir prioriser. Et donc, comme on voyait, en fonction des gens, pour certaines personnes, faire du sport, c'est important et urgent. Pour d'autres, c'est même pas dans leur liste de choses à faire. Donc là, ça va vraiment être personnalisé en fonction de qui vous êtes et en fonction des choses que vous devez faire. Et j'aimerais rebondir sur un commentaire aussi, c'était par rapport aux impératifs sociaux. Alors dites-moi si j'ai mal compris, mais de ce que je comprends, les impératifs sociaux, c'est quand par exemple vous êtes invité chez des amis et que vous autorisez pas à ne pas y aller parce que vous êtes fatigué, mais vous ne voulez pas dire non à vos amis. Dans ce cas-là, c'est comme on disait tout à l'heure. C'est comme on disait tout à l'heure, savoir poser ses limites et ne pas toujours vouloir être parfait ou en quête de reconnaissance. Simplement faire de votre mieux. Si ce soir, vous avez envie de voir vos amis, que vous êtes en forme, allez-y. Mais si ce soir, vos amis vous proposent d'aller boire un verre, mais que vous êtes fatigué ou que vous avez d'autres priorités, comme on vient de voir, l'important, ça va être de prioriser aussi. N'ayez pas peur de leur dire que ce soir, c'est pas possible, peut-être une autre fois. Et si vous vous obligez de voir des gens que vous ne voulez pas voir et que vous ne voulez jamais voir, là, c'est encore un autre problème. Il faut aussi, comme on disait, accepter les critiques, donc accepter de dire non, quitte à être critiqué. Ça vous libérera du temps pour d'autres choses qui sont plus importantes pour vous. Ce que je voulais rajouter, ce que tu disais, Oui. Nicolas, juste par rapport à la gestion du temps,
Là, nous, on a utilisé cet outil, c'est un outil, hein, il en existe d'autres, hein, donc pour effectivement hiérarchiser ses priorités. Il y a beaucoup d'autres outils qui existent en matière de gestion du temps, mais comme vous allez avoir un atelier spécifique sur ce sujet, on ne voulait pas, bien entendu, quelque part déborder et prendre l'atelier que vous allez suivre, qui a été organisé aussi avec le rectorat et la Maïf au mois de mars. Donc là, c'était juste au moins pour quelque part vous donner un outil rapide de hiérarchisation des priorités. Voilà. Alors, je vois aussi dans un commentaire deux choses qui sont passées de important et urgent sont passées à peu important et urgent en déléguant, mais parfois c'est dur de déléguer. Oui, effectivement, c'est pas toujours possible de déléguer. C'est souvent possible, mais on n'y pense pas parce que ça va pas forcément être fait de la même façon. Ça va peut-être pas être fait aussi bien que ce que vous aimeriez que ça soit fait. Mais si vous le déléguez, c'est que c'est peu important à la base. Donc, vu que c'est peu important, si c'est pas fait aussi bien que ce que vous voulez, c'est pas si important que ça. Là, c'est urgent, donc il faut le traiter rapidement. Et vous avez déjà des choses importantes et urgentes à gérer. Donc, vu que là, on parle de choses peu importantes et urgentes, ce n'est pas très grave si c'est pas fait à la perfection. Ce qui doit être fait parfaitement, entre guillemets, on s'entend, c'est ce qui est important et urgent. D'accord? Alors. Donc là, il y a toutes ces problématiques, effectivement, qui nous sont remontées, bien entendu, pour les femmes en tant que maman qui travaillent. Et certaines, effectivement, sont des mamans solo. Et on comprend bien que c'est très difficile pour elles de pouvoir déléguer. Tac. Désolé, j'ai eu un petit bug. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ok, parfait. Alors, donc, première utilité des listes de choses à faire, prioriser, gérer son temps et planifier. La deuxième utilité, ça va être de déconnecter de sa journée de travail. Je m'explique. Comme on disait tout à l'heure, des listes de choses à faire, on en a en permanence en tête. On est tout le temps en train de penser à ce qu'on a encore à faire de la journée, que ce soit vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du travail, vis-à-vis de nous-mêmes. Et en fait, à la fin de la journée de travail, quand on rentre chez nous, souvent, on pense à ce qu'on n'a pas fini dans la journée ou ce qu'on a à faire le lendemain et on n'arrive pas à déconnecter. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est super efficace et ça prend très peu de temps. C'est 5 à 10 minutes avant de finir votre journée de travail. D'ailleurs, je le précise, mais ça vaut également au télétravail. À partir du moment où vous avez fini votre journée de travail, faire simplement une petite liste, toute bête, des choses que vous n'avez pas finies aujourd'hui et que vous devez finir demain, et également des choses que vous devez commencer le lendemain. Et en fait, à partir de ça, ça vous prend vraiment 2 minutes. La liste peut contenir simplement 2 ou 3 lignes. Il n'y a pas besoin de plus, en fait. Si vous n'avez pas énormément de choses à faire, vous n'avez pas énormément de choses à faire. Mais le simple fait de faire ça, ça va envoyer l'information à votre cerveau que vous n'avez plus besoin de mémoriser ces choses-là et que si vous l'oubliez, c'est pas grave parce que demain matin, vous allez vous lever et vous allez commencer votre journée avec cette liste que vous êtes préparé la veille. Et c'est tout bête, mais c'est très efficace. Ça permet vraiment à votre cerveau de se déconnecter de sa journée de travail sereinement parce qu'il sait que le lendemain, vous êtes prêt à démarrer la journée avec cette liste. Et que vous n'avez pas besoin de tout retenir et de ressasser. Ah, bah, comment je vais finir le dossier que j'ai pas fini aujourd'hui? Comment je vais faire ça demain? Il faut surtout pas que j'oublie parce que si j'oublie, ça va être la cata. Là, vous avez votre liste, vous êtes serein et vous pouvez déconnecter. C'est très important de réussir à déconnecter. Donc, je vous invite vraiment à le faire. C'est très simple, ça prend très peu de temps de faire cette liste tous les soirs pour déconnecter de sa journée. Et en plus de ça, le lendemain, quand vous commencez votre journée, vous la commencez sereinement parce que vous n'avez pas à vous demander qu'est-ce que je dois faire, par où je commence. Vous avez déjà géré ça la veille. Et la deuxième chose à faire à la fin de la journée que je vous conseille vivement, c'est également de faire un sas de décompression.
Donc, imaginons, on est à la fin de la journée, on vient de faire sa to-do list pour évacuer la charge mentale qu'on a accumulée dans la journée et pouvoir déconnecter. Et maintenant, avant de passer à ma vie personnelle, je fais un sas de décompression. Et là, ça va être en fonction de chacun. Ça peut être écouter de la musique, ça peut être faire du sport, ça peut être méditer, ça peut être aller se balader en nature, ça peut même être aller sur les réseaux sociaux ou jouer aux jeux vidéo. Peu importe, là, on n'est pas dans une activité qui fait bien et de se dire tous les soirs après le travail, je fais de la méditation. Si ça vous parle, très bien. En plus, la méditation, c'est une activité qui nourrit. Maintenant, si c'est quelque chose qui vous ennuie, vous ne le ferez pas. Il faut que ce soit quelque chose qui vous plaise et quelque chose qui vous aide vraiment à déconnecter. Donc, si c'est la méditation, super. Si c'est écouter de la musique, très bien. Si c'est jouer aux jeux vidéo, très bien aussi. Il n'y a pas de souci. Là, on n'est pas dans le jugement, on est vraiment dans quelque chose pour se déconnecter de sa journée de travail. Pour ma part, je pourrais vous dire en tant que masseur, je fais du yoga et après je fais une séance de méditation, mais c'est pas vrai. La réalité, c'est que quand je finis ma journée de travail, je mets la musique dans la voiture, je chante et si ça m'a pas suffi, je danse en arrivant. Et c'est beaucoup plus efficace pour moi que méditer pour déconnecter. Donc là, l'idée, c'est vraiment de trouver quelque chose qui vous plaise, quelque chose qui vous ressemble et qui vous parle et que vous fassiez un rituel en fait autour de ça. À chaque fois que vous finissez votre journée, vous faites cette petite activité. Et la deuxième chose à faire, c'est que des fois, on peut se perdre dans cette activité. Je pense notamment aux réseaux sociaux. Si vous vous dites, je vais aller un petit peu sur les réseaux sociaux pour déconnecter, vous allez penser, j'y vais 10 minutes et on sait comment ça fonctionne. Au bout de 3/4 d'heure, vous êtes encore dessus, vous n'avez pas vu le temps passer. Ou si vous adorez chanter ou danser, ça peut faire la même chose, je vous assure. Donc, si vous vous accordez au préalable, vous dites, voilà, j'ai 15 minutes pour me déconnecter. Je me fais un sas de décompression de 15 minutes. Je vous conseille de mettre une alarme, surtout si c'est une activité par laquelle vous pouvez être happé, entre guillemets, comme les réseaux sociaux là que je viens de donner un exemple. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est justement que l'on fasse un exercice comme un sas de décompression ensemble, où là, je vais vous initier à du yoga sur chaise. Donc, pourquoi j'ai choisi le yoga et pas la musique déjà? C'était pour vous épargner. Et dans un deuxième temps, c'est parce que le yoga sur chaise, ça va être très simple à faire. Vous pouvez le faire au bureau. En plus de ça, ça va être très efficace. Avec la to-do list, on relâche la charge mentale. Là, les exercices de yoga, ça va vous permettre également de relâcher les tensions et de prévenir éventuellement des douleurs au dos, ou des douleurs en haut du dos, en bas du dos, lombaire, nuque, etc. Donc, je vous invite à vous installer confortablement sur votre chaise. Excuse-moi juste, Nicolas, Oui, je vais t'interrompre 2 minutes avant qu'on démarre par rapport un petit peu aux questions du chat. Donc, effectivement, tu as pas mal répondu à un certain nombre de choses parce que, a priori, les premiers éléments, c'est que les personnes, en fait, ont plutôt du problème, justement, à se déconnecter. Oui. Donc, tu as donné, justement, quelques outils qu'ils vont pouvoir effectivement tester et on va en faire un là qui est plus une déconnexion physique avec le yoga sur chaise pour libérer ces tensions de la journée. Tu as bien parlé du sas de décompression. Donc, certains ont donné des outils, comme certains vont prendre l'apéro et d'autres prendre l'air. Et je voulais surtout rebondir sur une question de Stéphanie qui est un petit peu gênée sur l'intervention, puisque effectivement, on ne parle que de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire, comme si effectivement on renvoyait. Alors, ce que j'explique, c'est que nous, si vous voulez, là, c'est pour ce qui nous a été demandé, c'est de vous donner des outils à titre personnel. Nous sommes bien d'accord, c'est ce qu'on a présenté en amont, qu'on fait partie aussi d'un cadre légal et qu'il y a effectivement des accords qui régissent le temps de travail, qui régissent le droit à la déconnexion, les accords de qualité de vie au travail, les accords de télétravail. Mais là, pour nous, en tant que partenaire Maïf, nous ne pouvons pas intervenir sur ce cadre qui est effectivement la responsabilité de votre ministère. C'est pas qu'on ne souhaiterait pas le faire, c'est qu'on ne peut pas le faire. Et effectivement, tourner vers, en fait, nous, les outils qu'on peut vous mettre à votre disposition pour effectivement
équilibrer au mieux votre vie personnelle et professionnelle. Et bien entendu qu'il n'y a pas que de la responsabilité individuelle dans la question de cette organisation. C'est le premier schéma que nous avons présenté. Oui. En fait, je parle principalement de responsabilité individuelle parce que c'est là où on a un pouvoir d'action. Évidemment, il y a des choses qui ne sont pas idéales, tout n'est pas parfait, mais on n'a pas forcément de pouvoir d'action dessus. Comme on disait, il y a des décisions qui sont prises avec lesquelles on doit s'adapter. Donc, je suis en train de penser d'ailleurs par rapport au Covid avec les mesures sanitaires. C'est pas l'idéal pour tout le monde, notamment en cours avec les masques. J'imagine que des fois, entendre les élèves quand vous discutez, c'est pas forcément évident, mais on est obligé de s'adapter avec ces règles-là. Donc là, nous, sur ces points-là, on va pas pouvoir agir parce que on n'a pas vraiment de pouvoir d'action dessus. Par contre, on a un pouvoir d'action sur comment nous adaptons à cette situation, qui, je suis d'accord avec vous, Stéphanie, n'est pas toujours parfaite, rarement d'ailleurs. Mais l'idée, c'est vraiment de faire au mieux avec ce qu'on a. Et c'est pour ça que je parle principalement de la responsabilité individuelle, parce que c'est là où vraiment on va pouvoir avoir un pouvoir d'action. Est-ce que ça répond à votre question? Et j'en profite pour demander si là, maintenant, on voit bien ma caméra ou pas, maintenant que j'ai enlevé le partage d'écran. On te voit bien. Ok, parfait. J'attends parce que là, avant que tu démarres peut-être la partie pratique avec la déconnexion physique, j'attends de voir s'il y a d'autres questions. D'accord, très bien. Donc là, oui, effectivement, c'est toujours des questions qui sont en lien, effectivement, avec l'organisation du travail, les conditions de travail, effectivement, au lycée, qui relèvent là des éléments juridiques du ministère. Difficile de trouver du temps libre quand on fait 42 heures effectives et rendu obligatoire par son autorité hiérarchique. Là, encore une fois, en fonction du contexte dans lequel vous êtes, je ne sais pas si toi, tu as des éléments de réponse à proposer, mais personnellement, à notre échelle, j'imagine que c'est compliqué d'intervenir là-dessus. Mais là, c'est vraiment typiquement des questions effectivement de temps de travail et qui régissent effectivement l'établissement de cette dame travail. Et voilà, pour nous, en tout cas, c'était pas l'objet de l'atelier de répondre effectivement sur ces questions très juridiques et qui sont liées vraiment au temps et à l'organisation du travail qui va être spécifique à chaque lycée. Alors, je ne sais pas si le rectorat veut peut-être apporter une réponse complémentaire. Oui, merci. En fait, c'est vrai que, comment dire, c'est extrêmement compliqué et comme je le disais au début, la mise en place de ces webinaires, c'est bien justement en ayant conscience que les difficultés qui sont rencontrées ne sont pas uniquement liées à la crise sanitaire, qu'il y a des difficultés qui existent depuis bien plus longtemps, qui, on l'a dit tout à l'heure, enfin ça a été dit par quelqu'un, sont liées des fois à la structure, à l'organisation, à la façon dont on fonctionne au sein de l'éducation nationale. Voilà, c'est des choses, il y a un cadre en effet qui peut mettre certaines personnes en difficulté ou, comme on disait, voilà, certaines injonctions. Et l'idée, c'est faire au mieux, hein, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, faire de son mieux, mais tout en ne s'oubliant pas sur le plan personnel. C'est-à-dire que on parle à des gens qui sont
qui travaillent pour l'éducation nationale, mais on est aussi conscient que vous avez toutes et tous une vie personnelle et notre objectif via cette série de webinaires, c'est essayer de vous donner des clés et des astuces pour peut-être un peu moins faire pâtir votre vie personnelle, mais on n'a pas de baguette magique en effet pour effacer des corrections ou effacer des endroits où il faut faire des heures supplémentaires. Voilà, on est conscient aussi de nos limites, mais voilà, on essaye quand même d'apporter des petites choses. Oui, je pense que les questions qui sont posées là doivent se régler, hein, tout à fait. Il ne faut pas les occulter, il faut les entendre, mais pour moi, elles doivent se régler dans un autre cadre que le cadre de ces ateliers qui sont effectivement faits pour vous donner un certain nombre d'outils et d'astuces pour essayer de vivre au mieux la situation. Ouais. Ok. Justement, en plus, si le contexte est aussi compliqué à vivre, essayez de vous approprier au mieux les outils. Ce sera déjà un début pour vous, pour relâcher un petit peu et vous aider à déconnecter. Donc, justement, donc pour la to-do list, donc on en a parlé, ça permet de relâcher un peu le cerveau, le sas de décompression également. Et donc là, je vous conseille qu'on fasse justement comme un sas de décompression ensemble en faisant du yoga sur chaise. Donc, je vous invite à vous installer confortablement sur votre chaise. Moi, je vais peut-être régler ma caméra, me reculer un peu pour que vous me voyez bien. Ok. Donc, comme je vous disais, les exercices, ils vont être très, très simples pour que vous puissiez les réaliser par la suite assez facilement. Donc, déjà, vous allez commencer par prendre quelques respirations pour vous retrouver au calme. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez besoin. Et sur une expiration, vous allez amener le menton vers le bas, comme si vous disiez oui. Sur l'expiration, vous allez remonter la tête en regardant vers le ciel. Sur l'expire, on va redescendre. Sur l'inspire, on recommence. Je n'avais pas anticipé que le casque me gênerait autant. On va le faire une troisième fois. Sur l'expire, on redescend. Sur l'expire, on revient au centre. Là, comme on a fait des oui, on va faire des non. Sur l'inspire, on va regarder à droite. Vous pouvez relâcher vos bras si vous le souhaitez. Sur l'expire, on revient au centre. Sur l'inspire à gauche. Si ça tend sur les côtés, c'est normal. N'essayez pas d'aller beaucoup plus loin non plus. Restez à l'écoute de votre corps. Sur l'expire, je reviens au centre. On le fait encore 2 fois. À droite, inspire. Au centre, expire. Inspire à gauche. Expire au milieu. Inspire à droite. Expire au milieu. Une dernière. Inspire à gauche. Expire au milieu. Maintenant, on va faire des rotations avec la tête. Si ça craque un petit peu, c'est normal, c'est que justement, ça bouge. Allez-y quand même doucement, encore une fois, restez à l'écoute de votre corps, c'est très important. Donc, on va commencer avec le menton sur la poitrine. On va partir vers la droite sur l'inspiration. On inspire en montant et en redescendant, on expire. L'idée ici, c'est d'avoir le plus d'amplitude possible
C'est pas du tout rapide, c'est un mouvement qui est lent. On n'est pas là pour se faire mal. On va essayer de chercher le plus d'amplitude possible pour regagner en mobilité et décontracter les muscles de la nuque. On va le faire une deuxième fois. Inspire, on monte. Expire, on redescend. On repart à gauche, inspire, on monte. Hop, pardon. Expire, on redescend. Ok. Maintenant, on va faire un travail d'ouverture, parce qu'on a tendance toute la journée, surtout quand on est sur le bureau, à avoir les épaules en avant, la tête en avant pour regarder l'ordinateur et avoir les mains comme ça. Donc là, on va faire un travail d'ouverture. Donc, on va tendre le bras en avant avec la paume vers le ciel, poser sa main sur son épaule et on va faire des rotations en partant vers l'avant. Si votre dossier vous gêne, comme c'est le cas pour moi, vous pouvez simplement vous avancer un petit peu et recommencer. Pensez à bien respirer pendant l'exercice. Là, encore une fois, l'objectif, c'est l'amplitude plus que la rapidité. On ne cherche pas à aller vite, on cherche à faire des mouvements avec le plus d'amplitude possible. Alors, on va le faire 3 fois à droite. On va faire pareil à gauche. Donc, on tend le bras avec la paume vers le ciel. On pose sa main sur son épaule et on recommence de l'intérieur vers l'extérieur. Si ça craque un peu, c'est normal. L'idée, c'est surtout de ne pas vous faire mal, donc d'y aller à votre rythme. Et 3. Ok. Vous pouvez relâcher un petit peu. Maintenant, on va travailler un petit peu au niveau des mains. On a tendance à beaucoup les solliciter, que ce soit sur l'ordinateur ou en écrivant avec notre stylo. On va faire quelque chose qui est tout bête, mais pareil, qui fonctionne très bien. On va tendre les bras en avant et on va ouvrir et fermer comme si on voulait éclabousser quelqu'un. On va faire ça, on va dire, une dizaine de fois. Donc, ça va assez vite. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut relâcher un petit peu. On va faire pareil en tendant les bras vers le ciel. Là, vous voyez peut-être pas mes mains, mais on fait pareil. On éclabousse 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut relâcher un petit peu. Et là, on va faire sur les côtés. Je me décale. Encore une fois, vous voyez peut-être pas mes mains, mais c'est toujours le même geste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on relâche. Maintenant, on va étirer et renforcer un petit peu les avant-bras et les poignets. Alors, pour commencer, vous allez pouvoir tendre une main vers l'avant. Pour étirer, on va simplement essayer de faire un angle droit avec sa main, comme ça. Et avec son autre main, on va pousser pour étirer au maximum. Restez bien à l'écoute de votre corps. N'essayez pas de vous faire mal en tirant trop. Juste, vous allez au maximum et dès que vous sentez que vous êtes au max, vous maintenez 10 secondes. Vous comptez 10 secondes. Donc, je m'en remets comme ça. J'attrape ma main. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire pareil en étirant de l'autre côté. Donc là, votre pouce, l'idéal, c'est qu'il soit collé avec les autres doigts. Les doigts collés les uns avec les autres, le pouce compris. Donc là, encore une fois, on va chercher à faire un angle droit ici et aider avec l'autre main pour étirer. On est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on peut relâcher un petit peu. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, on tend le bras, on cherche à faire un angle droit et là, on va tirer pour étirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
On relâche doucement. Encore une fois, on cherche à faire l'angle droit et on tire pour tirer au maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on peut relâcher un peu. On va retendre le bras gauche. Et cette fois, on va renforcer. Donc, dans un premier temps, on a étiré. Cette fois, on va renforcer. Le mouvement va être exactement pareil, sauf que cette fois, on ne va pas céder de l'autre main. On va essayer de faire le même mouvement. Donc, l'intention, ça va être de pousser pour étirer, mais on n'aura pas d'aide avec cette main. Cette fois, on va le faire avec nos muscles. Ça va nous permettre de renforcer l'avant-bras. Donc, on y va et on maintient. Si ça tire à ce niveau-là, c'est normal. Et on compte, on tient 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez relâcher un petit peu, retendre votre bras et on va faire pareil ici. Donc toujours la même intention. Recréer l'étirement sans aide pour solliciter les muscles. Donc on y va. Le pouce, on n'oublie pas, collé avec les autres doigts. Et dans cette direction, on essaye d'aller de solliciter nos muscles pour les ramener. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On peut relâcher. On va faire pareil de l'autre côté. Donc encore une fois, cette intention-là sans aide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut relâcher un petit peu le bras. Pareil de l'autre côté. Donc encore une fois, l'intention, ça va être d'étirer en sollicitant les muscles. Le pouce, on n'oublie pas de le mettre à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On peut relâcher. Maintenant, on va étirer le côté latéral du corps. Donc pour ça, on va relâcher les bras le long du corps. On va commencer par lever le bras droit en direction du ciel. On va prendre une grande inspiration en essayant d'étirer notre colonne, vraiment viser le ciel avec notre main. Et sur l'expiration, on va se laisser tomber doucement du côté gauche. Si ça commence à tirer beaucoup, n'allez pas plus loin, juste maintenez l'étirement à ce niveau-là. Okay, on va le faire 3 fois. Donc on revient au centre, on prend une grande inspiration, on essaye d'aller le plus haut possible avec sa main pour étirer sa colonne. Et sur l'expire, on relâche sur le côté gauche. On revient au centre, grande inspiration, on étire la colonne. Et sur l'expire, on étire sur le côté. Très bien, on peut relâcher. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, bras gauche vers le ciel. Grande inspiration, on étire la colonne. Expire, on relâche sur le côté. On revient au centre. Inspiration, on étire la colonne. Expire sur le côté. Dernière. Inspire, on étire la colonne vers le ciel. Expire sur le côté. Ok. Vous pouvez relâcher un petit peu. Voilà. Je vais me mettre de profil pour bien vous montrer le mouvement. Vous n'avez pas besoin de bouger. On va faire ce qu'on appelle le chat, aussi dos rond, dos creux. Donc, pensez à bien mettre vos pieds au sol, visualiser un angle droit avec vos jambes. Je vais peut-être baisser un peu la caméra. Hop.
Si jamais vous ne voyez pas, n'hésitez pas à faire un feedback dans les commentaires. Donc là, sur l'expiration, on va rentrer le dos avec le nombril qui se rapproche de la colonne et la tête qui vient regarder vers le sol. Et sur l'expiration, on va dérouler doucement. On remonte vertèbre par vertèbre. On va creuser le dos et regarder vers le ciel. Désolé. Sur l'inspire, dos rond. Sur l'expire, pardon. On rentre le nombril vers la colonne. Sur l'inspire, on se redresse doucement, vertèbre après vertèbre. On creuse le dos. On regarde vers le ciel. Là, si ça craque un peu au niveau des omoplates, c'est normal. Justement, ça délie justement toutes les tensions qu'il y a à ce niveau-là. On va le faire une dernière fois. Sur l'expire, dos rond. Sur l'inspire, on creuse le dos et on va regarder vers le ciel. Okay. On revient au centre. Alors maintenant, on va faire une torsion du dos également pour soulager les tensions qu'il peut y avoir au niveau du dos. Donc, on va prendre sa main droite, on va la poser sur l'extérieur du genou gauche. Et avec sa main gauche, on va la poser au milieu de notre colonne, entre nos fesses sur la chaise. Donc, pour cet exercice, vous avez besoin de vous avancer un petit peu de votre chaise, sinon le dossier va vous gêner. Donc, vous avancez, la main droite sur l'extérieur du genou gauche, la main gauche au niveau de la colonne, et là, vous allez regarder vers l'arrière. On revient au centre, on va faire de l'autre côté, donc main gauche sur l'extérieur du genou droit, la main droite au milieu de la colonne, et sur l'inspiration, on regarde vers l'arrière. Expire, je relâche, je recommence de l'autre côté, main droite sur l'extérieur du genou gauche, main gauche au milieu de la colonne, j'inspire et je regarde vers l'arrière. Sur l'expiration, je relâche, on va le faire une dernière fois de l'autre côté. Main gauche sur le genou extérieur droit, main droite milieu de la colonne. Inspire, je regarde en arrière. Sur l'expiration, je reviens. Ok, on peut relâcher un peu, on va faire un dernier exercice. Cet exercice, je l'apprécie particulièrement parce qu'il va vraiment soulager au niveau du sciatique. C'est souvent une douleur qui revient. Alors, souvent, quand on pense au sciatique, on pense au niveau du bas du dos parce que c'est souvent là qu'on a mal. En réalité, le sciatique, c'est un nerf qui part de la base du talon, qui passe par le milieu du mollet, le milieu de la cuisse, la fesse et qui s'accroche à peu près à ce niveau-là, un peu en dessous le milieu du niveau du dos. Et souvent, pourquoi on a mal au sciatique? C'est qu'en étant assis toute la journée, on comprime le sciatique au niveau de la fesse et on l'empêche de circuler naturellement. Donc là, on va faire un étirement fessier, justement, pour permettre de refaire circuler tout ce qui se passe au niveau du sciatique. Alors, pour ceci, on va prendre notre cheville, notre pied droit, on va poser notre cheville droite sur le genou gauche, comme ceci. Et à partir de là, on va simplement, tout en gardant le dos droit, très important, se pencher vers l'avant. Et là, vous allez sentir que ça commence à tirer au niveau de la fesse, peut-être même dans la cuisse. Simplement, vous allez au maximum de ce que vous pouvez, ni plus ni moins, et vous maintenez 10 secondes. Quand vous avez maintenu 10 secondes, vous pouvez revenir. Et on va inverser le côté. Donc, cheville gauche sur le genou droit. Je vais me mettre de côté pour vous montrer quelque chose. Donc, cheville gauche sur le genou droit. Et là, quand on se penche en avant, c'est pas ça qu'on fait.
On garde vraiment le dos droit. Donc, on a le dos droit et on se penche en avant, tout en restant aligné et droit. Là, ça va vraiment tirer. Et on tient 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on va recommencer de l'autre côté. Donc, je prends le pied droit, je pose ma cheville droite sur le genou gauche. Je garde bien le dos droit et là, je commence l'étirement et dès que je suis au maximum de mes capacités, je tiens 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faites bien attention à avoir le dos droit parce que si vous faites ça, ça va servir à rien, vous allez même vous faire mal bêtement. Faites vraiment attention à bien rester droit. Une dernière fois de l'autre côté, donc je prends mon pied gauche, je pose ma cheville gauche sur le genou droit, je garde le dos bien droit et je commence l'étirement. Je sens que je suis au maximum, je tiens 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Alors, on arrive sur la fin du gars sur chaise. Je vais juste vous préciser que là, c'était un exemple d'enchaînement que vous pouvez réaliser. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire ou tous dans cet ordre-là. Si par exemple, vous avez des douleurs principalement au sciatique, vous pouvez faire uniquement le dernier exercice. Si vous avez des douleurs plus au niveau du dos, vous pouvez cibler les exercices que vous voulez faire. Ça vous fera gagner du temps, d'une. Et de deux, vous pouvez faire le même exercice avec plus de répétitions ou en tenant plus longtemps la pause, si vous voulez vraiment cibler les zones où vous avez mal personnellement. Alors, je vais revenir sur le PowerPoint rapidement. Ok. Alors, comme on vous disait tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de faire un sas de décompression. Donc là, c'est un exemple de sas de décompression que vous pouvez faire. Si ça vous parle, n'hésitez pas à le reproduire. Là, dans le PowerPoint qu'on va vous envoyer, il y a tout le récapitulatif, comme vous pouvez le voir, ici et ici. On vous a également mis en annexe des tips pour le télétravail qu'on ne va pas forcément traiter tout de suite, mais on vous a mis en annexe. Donc, encore une fois, vous aurez accès au PowerPoint à la fin de l'atelier. On vous l'enverra dans quelques jours. Donc, si vous voulez regarder de plus près les tips au télétravail, n'hésitez pas. Et on vous a également envoyé un tableau qui a été fait par la psychologue Gloria Bird, qui est récapitulative, oui. Pas mal de conseils qu'on a pu donner et des conseils en plus. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil également. Donc, voilà. Et donc là, on arrive à la fin de l'atelier. Donc, merci pour votre participation et votre attention. On a un temps d'échange qui est prévu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On fera de notre mieux pour y répondre. Dans tous les cas, j'espère que c'est un atelier qui vous a plu et qui vous aura fait du bien, que vous allez avoir des outils maintenant pour mettre en place certaines choses. Comme on disait, ce ne sera pas forcément parfait, mais de toute façon, l'idée, c'est pas que ça soit parfait, mais de faire de votre mieux. Donc, j'espère sincèrement que ça vous aidera et je vous retrouve dans le chat pour les questions. Je vais profiter, Nicolas, du temps pour laisser justement le temps aux personnes de poser leurs questions, de refaire justement un petit point pour dire, comme vous l'avez dit, que ce contenu, on s'y est engagé pour tous les webinaires, hein, il sera bien sûr disponible sur le site académique. Vous avez reçu le lien quand vous avez eu le lien pour aujourd'hui, mais dès que cette vidéo sera en ligne, l'enregistrement sera en ligne avec le contenu. Je vous adresserai de nouveau un courriel. Ça devrait prendre au maximum une semaine grâce à
à Bruno, que je n'ai pas remercié tout à l'heure, hein, qui est, comment dire, qui est l'architecte de cette, voilà, de cet enregistrement et qui nous permet d'avoir des contenus très propres qui vous sont diffusés sur le site académique. Donc voilà, si vous n'avez pas de courriel juste après, ne vous inquiétez pas. Sous une semaine, vous recevrez le lien. Il n'y a aucun souci, c'est prévu. Parfait. Merci à vous pour les retours. Donc effectivement, cet exercice de yoga sur chaise est un des outils que vous pouvez utiliser pour enlever les tensions physiques et se dire que ça fait un sas de décompression entre sa vie professionnelle avant de passer à sa vie personnelle. Bien entendu, on peut le faire qu'on soit au travail et qu'on rentre chez soi ou qu'on soit au télétravail. Nous vous avons mis les tips télétravail parce qu'effectivement, par rapport à la liste des participants, vous n'avez pas tous la même réalité au travail. Vous avez effectivement des personnes qui sont inscrites là, qui ont et qui peuvent faire du télétravail et d'autres pas. Est-ce que vous voulez quand même qu'on vous la mette à l'écran? Est-ce que certains veulent le voir ou vous le lirez tranquillement avec le support qui vous sera envoyé pour ceux peut-être qui sont soumis au télétravail? J'ai remis, du coup, je vais laisser quelques minutes la première partie. C'est en 2 parties. Je vais laisser la première partie quelques minutes pour ceux qui veulent et je mettrai la deuxième partie ensuite. Comme ça, pour l'instant, je peux regarder s'il y a des questions. S'il y en a qui n'ont pas de questions, ils peuvent regarder les tips en télétravail. Voilà, et donc effectivement, ces exercices sont simples à faire. Ça prend, alors en fonction du temps, on peut faire 5 minutes, c'est déjà très bien. Et si on en fait 30, c'est encore mieux. Voilà. Et après, effectivement, aller marcher, faire le tour du pâté de maison, c'est aussi des choses qui sont tout à fait possibles de faire. Et bien entendu, vous pouvez rajouter 10 minutes de méditation pour ceux qui ont besoin de déconnecter un petit peu plus et de se désengorger de leur charge mentale. Oui, bien sûr. Comme on disait, l'idée, c'est que vous trouviez votre sas de décompression sur mesure, entre guillemets. Là, c'est un outil qu'on vous a partagé. N'hésitez pas à vous approprier les outils, quitte à mixer plusieurs techniques. Par exemple, au lieu de faire tout le programme de yoga qu'on vient de voir ensemble, peut-être faire quelques exercices qui répondent vraiment à vos besoins et les associer à peut-être un peu de méditation. Les tips et les astuces, pour répondre, c'est des petites astuces, des petits conseils très opérationnels. Oui, pardon. Je pense que je peux passer à la deuxième page d'ailleurs. Je pense qu'il y avait assez de temps pour lire celle-ci. Justement, je viens de m'envoyer un mail avec la to-do list, mais je veux aussi faire le yoga sur chaise. Chaque fois que j'y pense, je me permets de rebondir là-dessus. Souvent, en fait, on ne pense pas à faire les choses parce que on est dans notre journée de travail, on a un peu la tête dans le guidon, on a les choses qui s'enchaînent. Une fois qu'on a fini la journée de travail, on doit gérer la maison. On a beaucoup de choses à gérer. Donc, ce que je vous conseille, comme on disait tout à l'heure, c'est de planifier. Donc, si pour vous, faire ce yoga sur chaise, c'est important, mais pas urgent, parce qu'on ne va pas dire que c'est urgent, mais ça peut être important pour vous, le planifier, comme on a vu tout à l'heure. Donc, peut-être, si vous savez que vous finissez, imaginons, à 17 h, mettre une alarme à 16h55 avec en mémo to-do list plus yoga sur chaise. Et effectivement, comme on disait, ça sera dans la liste. Programmez dans votre liste également des moments pour vous. C'est très important. On parlait des choses que l'on a à faire, mais aussi des choses que l'on a envie de faire. Si vous ne programmez pas et que vous ne planifiez pas des moments pour vous, il y a de grandes chances que vous vous oubliez au passage. Parce que vous allez faire toutes les choses que vous avez à faire et après, à la fin de la journée, vous allez juste vous coucher parce que vous serez fatigué. Donc, pensez à inclure des moments pour vous dans votre planification. Que nous pourrons aussi également rajouter là qu'on n'avait pas mis, mais comme je vois que le yoga sur chaise
on va dire, est fortement apprécié. Il y a aussi du yoga pour les yeux. On le fait quand on présente, nous, l'atelier sur le télétravail, parce qu'effectivement, les yeux aussi, avec beaucoup de visio, ou vous, si tout le temps sur les copies à corriger, il peut y avoir aussi une fatigue visuelle qui peut créer malheureusement des maux de tête. Donc, on vous rajoutera dans le support ce qu'on n'a pas mis là, puisqu'on a fait effectivement vraiment le yoga sur chaise, mais on vous rajoutera les éléments sur le yoga des yeux qui peuvent aussi vous servir. Je vois encore des messages de remerciement. Bah, merci pour vos retours, c'est avec plaisir. Alors, si vous souhaitez, alors Céline a une question d'approfondissement pour l'atelier. Nous, on est tout à fait d'accord avec le rectorat, avec le partenaire Maïf, hein, si vous le souhaitez. Si vous avez une question précise, si vous pouvez la poser au rectorat et nous pourrons y répondre sur la problématique du recul par rapport aux relations de travail. Oui, pardon. Je regardais, j'étais perdue sur le chat. Il n'y a pas de souci. Non, c'est en fait là où justement ce qui est important pour nous en termes de suivi. Là, cette année, voilà, on a programmé quatre webinaires qui sont thématiques et qui se répondent. Comme je l'ai dit au début, notre volonté, c'est d'essayer ensuite de construire des choses, de développer peut-être d'autres thématiques ou d'autres sujets autour de la même thématique. Et notamment pour ça, toutes les personnes qui sont aujourd'hui inscrites à la formation vont pouvoir s'exprimer via une enquête de satisfaction, enfin une démarche qualité qu'on a, que vous allez recevoir sous une quinzaine de jours. Et ensuite, il y aura un deuxième temps à froid dans à peu près 3 mois. Et je vous invite vraiment à la remplir parce que ça permet, là vous dites que vous êtes satisfait de la formation, donc n'hésitez pas à le dire dans cette enquête aussi. Et vous avez un espace d'expression dans cette enquête. Et nous, c'est de ça dont on se sert pour essayer de construire les formations et pour développer les nouvelles thématiques. Comme celles-là, c'est nous qui les portons et qui les construisons. C'est vrai que c'est le plus simple pour nous. Et donc, voilà, nous, on n'est pas du tout fermé. L'objectif, c'est d'essayer justement d'apporter des réponses aux besoins en formation, ou tout du moins, voilà, surtout cette thématique qui est, comment dire, plus que jeune et nouvelle dans ce qu'on propose. Donc, voilà, n'hésitez pas, saisissez-vous de ce questionnaire parce que justement, nous, on va aller l'éplucher après pour pouvoir penser la formation l'année prochaine. Alors, c'est peut-être pas une réponse immédiate que vous attendiez, mais je ne sais pas alors si vous l'avez vu, mais c'est vrai qu'il y avait aussi une partie dans la première conférence sur les bases du bien-être. Il y a peut-être des éléments qui peuvent aussi apporter des réponses, Nicolas, puisque c'est vous qui l'avez animé, je vous laisse rebondir. Oui, justement, là, je voulais, comme on disait avant l'atelier, je voulais pas forcément faire de redites, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont fait le premier atelier, donc ne pas refaire le même atelier. Là, c'était vraiment cibler l'équilibre vie pro, vie perso, mais comme on a vu dans le premier atelier, finalement, tout est lié. Si on a parlé de sommeil, d'alimentation, d'activité physique et de calme de l'esprit, donc là, le fait de déconnecter, ça peut rentrer également dans le calme de l'esprit. Et finalement, peu importe votre attention, si vous manquez de sommeil, vous serez forcément beaucoup plus irritable. Ça va forcément impacter vos relations au travail, vos relations à la maison. Et ça va créer des déséquilibres aussi. Donc, comme on disait, tout est lié. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a mis l'accent sur prendre soin de soi parce que on estime que ça commence par là, en fait. Que si vous prenez pas soin de vous, vous pourrez pas de toute façon avoir une vie équilibrée, que ce soit au travail ou à la maison. Donc, commencez par prendre soin de vous, puis des autres. Et comme on disait, en fait, que tout est lié. Donc, ne pas oublier les bases. Souvent, on veut la dernière chose, l'avis de l'expert, alors que souvent, on sait ce qu'on a à faire. Il faut juste des outils pour pouvoir le mettre en place. On sait qu'on dort pas assez de façon générale. On sait qu'on pourrait mieux manger. Donc, déjà, commencer par le commencement et mettre en place les choses. Parce que les connaissances sans action n'apportent pas grand-chose. Donc, c'est vraiment le passage à l'action qui va faire la différence. Donc, c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, on voulait
vous donner un maximum d'outils au-delà des connaissances pour que vous puissiez vraiment mettre en pratique des choses. Donc, j'espère que cette approche vous aura plu, en tout cas, et que ça sera efficace et que ça aura vraiment un impact sur votre façon d'équilibrer justement votre vie pro et votre vie perso. Et dans le premier atelier, pour ceux qui n'ont pas pu le suivre, bien entendu, un certain nombre aussi de conseils ou de tips qui sont donnés que vous pouvez effectivement du coup utiliser en matière de sommeil, en matière d'alimentation, et l'aspect pratique qui peut effectivement aussi beaucoup vous aider pour ceux qui se sont exprimés tout à l'heure avec la problématique de la charge de travail et du fait qu'ils n'arrivaient pas à se déconnecter. C'est basé sur du coup la cohérence cardiaque. On revient sur l'essentiel aussi, c'est-à-dire la respiration. Et vous avez un atelier de cohérence cardiaque que vous pouvez reproduire avec le site dont on se sert et qui permet en fait d'apaiser la respiration et le cœur pour un meilleur endormissement. Donc c'est aussi un autre exercice. Comme ça, vous pouvez varier entre le yoga sur chaise et celui-ci. S'il n'y a pas de questions, je vais juste faire un petit retour sur un aspect technique. Comme ça laisse le temps encore aux dernières questions d'arriver. Bien entendu. C'est sur l'émargement. Parce qu'en consultant la liste d'émargement, je vois que, alors, par rapport au nombre d'inscrits, il n'y a pas le même nombre de personnes qui regardaient la vidéo. Donc, je vous rappelle que le lien est accessible donc, depuis la page où vous regardez la vidéo. À côté de la caméra et entre le chat et la caméra, il y a un document qui s'appelle « Programme ». Vous l'ouvrez et vous retrouverez le lien vers l'émargement, plus le lien, comme je disais, vers le site académique où vous avez les enregistrements et où vous retrouverez ensuite cette conférence. L'émargement, c'est important parce que sinon, vous allez recevoir un courriel vous disant que vous étiez absent aujourd'hui. Donc, prenez le temps de le faire. Je vais essayer de remettre également ce lien qui sera copié-collé dans le chat pour vous éviter de le chercher. Pour ce qui est du lien du site académique, comme je l'ai dit en début, ne vous inquiétez pas, on vous l'enverra quand il sera, quand l'enregistrement du jour sera mis en ligne, je vous écrirai de nouveau. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions. J'ai fait défiler les diapos pour que vous ayez le temps et également de voir les tips en télétravail. Et là, je suis sur le tableau récapitulatif. Si jamais vous avez besoin de revenir sur un diapo précédent, n'hésitez pas à me le dire par la suite. Je vais juste répondre rapidement à la question sur le remplacement là, qui a été posée pour le premier degré. Alors, nous ne gérons pas les moyens de remplacement du premier degré, ça c'est géré au niveau des circonscriptions et des départements. Par contre, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est que toutes les personnes qui sont intéressées par la formation s'inscrivent, parce que nous, c'est aussi ce qui nous permet de mesurer l'intérêt des gens pour ces thématiques-là. C'est-à-dire que quand nous, l'année prochaine, on va vouloir reconduire ces formations-là, on aura des chiffres solides sur lesquels s'appuyer, parce qu'un nombre de vues sur YouTube, ça compte pas. Mais donc voilà, donc nous, on pourra dire, par exemple, aujourd'hui, vous étiez 98 inscrits, ce qui est déjà très bien. Donc si la prochaine fois, vous êtes 100 ou 200, ça montrera aussi une progression. On sait aussi, on connaît les problèmes de remplacement, que ce soit notamment dans le premier degré, et c'est aussi pour ça que avec l'accord de nos intervenants, on procède de cette façon avec un enregistrement qu'on met ensuite à disposition sur le site académique, qui n'est pas borné dans le temps. La page, elle n'a pas vocation à disparaître, sauf si le contenu devient obsolète et que si on était amené à reproduire des conférences sur la même thématique, alors à ce moment-là, elle prendrait la suite. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de permettre à un maximum de personnes d'avoir accès à ce contenu, bien évidemment. Voilà, pour nous, pouvoir le développer, comme je vous le disais dès le début, c'est qu'on a besoin de savoir que ça vous intéresse. Si ça intéresse personne, logiquement, ça ne continuera pas. Mais bon, je reste là-dessus plus que positive au vu de vos retours suite aux interventions. Et c'est vrai aussi que cet atelier, l'équilibre vie pro, vie perso, on n'a pas pu répondre à toutes les questions.
Et il pourrait être doublé en temps, parce qu'on aurait pu voir aussi effectivement les aspects légaux, les aspects institutionnels. Et là, on a mis un certain nombre déjà de tips et d'astuces, et il y en a d'autres. Donc voilà, en tout cas, c'est vous donner un avant-goût. Alors, je vois une question de Pauline. Qu'est-ce que l'autosuggestion positive? L'autosuggestion positive, ça va être rattaché, on va dire, aux affirmations positives. Donc, c'est une pratique que vous pouvez faire pour plein de domaines, finalement. Ça permet de relativiser. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à se rabaisser à « Ah, j'ai été nul, j'ai été bête, j'ai fait ça ». Et en fait, ça va être comme l'affirmation positive, ce qu'on se dit, ça crée une croyance. Donc, si tous les jours, vous vous dites « Ah, je suis bête, j'ai fait ça, je suis bête, j'ai fait ça, je suis bête », vous allez développer la croyance que vous êtes bête, alors que c'est probablement faux à la base. Maintenant, l'autosuggestion positive, ça va être de créer cet effet, mais justement, de façon positive. Donc, de vous dire « Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Tous les jours, j'ai fait de mon mieux. Là, c'est super intelligent ce que j'ai fait. Là, je suis fier de moi. » Et vraiment de créer ces croyances, parce que c'est à partir de nos croyances qu'on se construit. Donc, si on se crée des croyances via l'autosuggestion, ça peut nous aider justement dans notre estime de nous-mêmes, même dans notre amour-propre. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de regarder plus en profondeur si ça vous intéresse. Les affirmations positives et les autosuggestions positives. Sur la question qui demande si le rectorat peut organiser tous les jours des séances de yoga, alors nous, on est le service de la formation. On n'a pas de service là-dessus directement. On n'a pas la structure ou quoi que ce soit qui nous permettrait de faire ça, mais je pense que nos intervenants seront d'accord avec moi. Vous avez de nombreuses ressources sur YouTube, sur voilà, les différentes choses qui existent et des contenus de qualité et gratuits. Voilà, donc n'hésitez pas voilà, à chercher un petit peu. Je ne sais pas si vous avez, vous, la possibilité d'ajouter dans le contenu que vous nous adresserez peut-être 2 ou 3 chaînes sur YouTube. Voilà, après, c'est sans engagement, c'est pas des liens. Et voilà, c'est vrai que c'est pas ça ne veut pas dire qu'on travaille avec ces gens-là, mais c'est des contenus de gens qui sont diplômés et qui proposent des choses gratuites et qui sont à disposition de façon à ce que vous ayez l'utilisation voilà, vous ayez un accès illimité à ces contenus gratuits, puisque comme l'a dit Véronique aussi, et comme l'a insisté Nicolas pendant la présentation, l'objectif aussi qui a été assuré là très très bien, c'était de vous présenter à chaque fois des choses gratuites, de ne pas vous dire bah, tenez, ça c'est très bien, mais ça vous coûtera 100 €. Voilà, c'est pas notre objectif, on reste quand même dans notre démarche de formation. Et pour répondre aussi à une question sur les inscriptions, non, chaque webinaire, comme le premier comme celui-ci, chacun fait l'objet d'une campagne d'inscription bien particulière. Donc pour celui-ci, vous vous êtes inscrit quand vous avez reçu le courriel. De la même façon, vous recevrez un courriel pour vous inscrire au prochain qui se tient le 8 mars, comme l'a dit Emma au début. Donc voilà, regardez attentivement ou régulièrement, tout du moins, votre messagerie académique. Ce sera sûrement vers janvier, puisque c'est un petit peu de temps en amont. Et voilà, vous aurez la possibilité de vous inscrire là-dessus. Après, s'il n'y a pas plus de questions, peut-être qu'on ne va pas vous retenir de force. de notre plein gré. Voilà. Donc, on va laisser quelques secondes peut-être encore, et puis s'il n'y a pas de questions, on va conclure. En tout cas, nous, de notre côté, on a été ravis de co-construire cet atelier. Comme le premier, voilà, de commencer effectivement à pouvoir vous donner, comme on a dit, ces outils qui sont à la fois pratiques et gratuits et qui peuvent effectivement, avec un minimum de temps, faire un maximum de bien et qu'effectivement, il faut prendre le temps d'essayer de les appliquer. Voilà, c'est la théorie des petits pas. Chaque jour, de faire quelque chose de bon pour soi pour être mieux. Voilà, tout simplement. Je rejoins Véronique, c'était un plaisir de faire l'atelier avec vous. Donc, si jamais les questions sont finies, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et
Et peut-être à une prochaine fois pour un nouvel atelier, qui sait. Merci à vous. Donc, je remercie nos intervenants qui ont fait 2 interventions de qualité. Comme je l'ai dit, la première est toujours consultable sur le site académique. Voilà, j'ai vu que dans le chat, il y avait déjà des suggestions entre les participants qui se faisaient. Voilà, donc on va essayer de rajouter des liens, mais bien évidemment, la liste ne sera pas exhaustive dans ce qui vous sera proposé. Non, voilà. N'hésitez pas à fouiller, vous, de votre côté, à échanger avec les gens aussi, c'est toujours très important. Et donc, il ne me reste qu'à vous remercier, à vous dire encore une fois de penser à émarger si ce n'est pas fait. Et à vous souhaiter une excellente après-midi en vous disant, écoutez, à bientôt peut-être sur le 3e webinaire. Bon après-midi. Merci en tout cas au rectorat et merci à la Maïf et merci à tous nos participants et participantes.